Nous sommes transportés des millions d'années en arrière, à une époque où les terres émergées étaient dominées par des créatures extraordinaires, sculptées par l'évolution dans un ballet incessant de survie. Ce monde préhistorique, vivace et souvent impitoyable, se caractérisait par une dynamique permanente entre prédateurs et proies, un équilibre fragile façonné par une compétition sans cesse renouvelée. Plongeons ensemble dans ce contexte fascinant qui servit de toile de fond aux innombrables stratégies que développèrent notamment les dinosaures herbivores pour assurer leur existence. Avant toute chose, il est important de saisir la richesse et la diversité de la biosphère de cette ère reculée. Des vastes plaines aux marécages luxuriants, en passant par des forêts denses peuplées de fougères gigantesques, le paysage fourmillait de vie. Atteignant des tailles souvent vertigineuses, les dinosaures régnaient en maîtres sur ces territoires. Leur règne s'étendait sur près de 165 millions d'années, couvrant le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Pendant ces périodes, la Terre elle-même changeait continuellement. Des continents s'ouvraient, se fermaient, les climats variaient, conditionnant l'apparition et la disparition de multiples espèces. Dans cet environnement évolutif, les dinosaures se répartissaient essentiellement en deux grands groupes, les carnivores, souvent appelés théropodes, et les herbivores, dont la diversité morphologique et comportementale est particulièrement remarquable. Mais quelle que soit leur catégorie, la survie n'était jamais acquise. Chaque animal devait en permanence composer avec la menace des chasseurs, tout comme avec la nécessité d'exploiter les ressources végétales pour s'alimenter. La chaîne alimentaire préhistorique s'articulait ainsi autour d'interactions complexes, où la pression exercée par les prédateurs sur leurs proies favorisait une course à l'armement naturel. Les prédateurs, forts d'adaptations affûtées, griffes acérées, mâchoires puissantes, sens aiguisés, représentaient une menace constante, obligeant leurs proies à faire preuve d'ingéniosité pour échapper à une prédation trop souvent fatale. Chez les herbivores, principalement victimes de ces prédateurs, on observe un foisonnement de réponses adaptatives, parfois surprenantes. Plutôt que la simple fuite, qui n'était pas toujours possible ou suffisante, ces dinosaures mirent au point des systèmes de défense sophistiqués. Certaines espèces développèrent des armures corporelles avec des plaques osseuses épaisses. D'autres utilisèrent des pointes, des épines ou des cornes. Certains optèrent pour la taille fonctionnant comme un effet dissuasif, tandis que d'autres faisaient appel à la coopération sociale pour détecter les dangers à temps. Pour comprendre la portée de ces stratégies, il est essentiel de s'immerger dans la brutalité du quotidien à cette époque. Contrairement à la tranquillité relative que l'on peut imaginer, les chasseurs rôdaient en meute, rôdant autour des points d'eau, prêts à bondir sur la moindre opportunité. L'échelle des dangers était telle que la moindre erreur pouvait être fatale. L'investissement dans des moyens de défense plus complexes n'était donc pas un luxe, mais une question fondamentale de survie. Cependant, ce n'était pas qu'une simple mécanique de la nature. La diversité des formes prises par ces défenses naturelles traduisait aussi une véritable créativité évolutive. Des espèces comme les ankylosaures aux lourdes armures, les stégosaures aux épines impressionnantes, ou les cératopsiens avec leurs cornes et collerettes, témoignent d'une inventivité qui, à travers la sélection naturelle, transforma la survie en une forme d'art. Mais l'environnement abritait également d'autres contraintes. Les périodes de sécheresse, les famines, les changements climatiques brusques obligeaient ces animaux à adapter non seulement leurs moyens de défense, mais aussi leurs comportements sociaux et migratoires. Les troupeaux d'herbivores formaient souvent des groupes compacts, tirant avantage de la vigilance collective afin d'anticiper les assauts.
La combinaison de la défense physique, du comportement social et de la communication numérique ou vocale constituait une réponse tout aussi fascinante et complexe à un monde en perpétuel danger. Ces relations entre chasseurs et proies s'inscrivaient aussi dans une dynamique à long terme de coévolution. Chaque innovation chez un prédateur engendrait une contre-innovation chez une proie, et vice-versa, créant un véritable dialogue biologique à travers les âges. C'est ainsi que, dans cette lutte permanente, naquirent certaines des créatures les plus emblématiques et impressionnantes de l'histoire naturelle. En somme, le contexte de la vie préhistorique fut un théâtre où la violence et la beauté cohabitaient intimement. La nécessité de survivre façonna des stratégies défensives avancées, effaça parfois certains groupes, mais permit aussi à d'autres de prospérer et d'évoluer. Cette compréhension nous offre aujourd'hui une clé précieuse pour appréhender non seulement la vie des dinosaures, mais aussi les mécanismes fondamentaux de l'évolution et de la biodiversité à l'échelle planétaire. Nous allons maintenant explorer plus précisément comment cette impérative nécessité de protection impulsa l'innovation défensive chez les dinosaures herbivores, ouvrant la voie à des mécanismes aussi ingénieux qu'impressionnants. Alors que nous avons exploré le contexte particulièrement ardu dans lequel vivaient les dinosaures, où chaque jour oscillait entre la menace d'une attaque et la nécessité de se nourrir, il devient essentiel de se concentrer sur un aspect fondamental qui permit à ces animaux de persister pendant des millions d'années: l'importance de l'innovation défensive chez les dinosaures herbivores. Cette innovation n'était pas qu'un simple reflet de la lutte pour la survie. Elle fut aussi une extraordinaire manifestation d'ingéniosité naturelle. Les dinosaures herbivores occupaient une place vitale dans l'écosystème préhistorique, abondant et nécessaire pour la chaîne alimentaire. Pourtant, leur condition même de proie les exposait à l'attention incessante des prédateurs carnivores, souvent plus mobiles, plus agressifs et possédant des armes naturelles redoutables. Dès lors, pour perdurer, ils durent sans cesse renouveler leurs moyens de défense, mais pas uniquement en quantité. La qualité et la diversité de ces innovations sont ce qui frappe le plus quand on plonge dans l'étude de ces animaux. L'innovation défensive, chez ces végétariens du passé, se traduit d'abord par la transformation de leur morphologie. On constate une palette particulièrement riche de structures anatomiques adaptées à contrer la prédation. Prenons par exemple les plaques osseuses imbriquées connues sous le nom d'ostéodermes, présentes chez les ankylosaures. Celles-ci formaient une véritable armure dorsale, presque impénétrable, un bouclier naturel qui pouvait dissuader les attaques les plus violentes. C'est un concept proche, en apparence, de celui des coquilles protectrices chez certaines tortues modernes, mais bien plus complexe dans sa structure et dans sa surface. Par ailleurs, l'innovation passait aussi par la diversification des appendices défensifs: massue caudale, pointe dressée, épines acérées, cornes robustes. Chaque forme représentait une adaptation ciblée, souvent parfaitement adaptée aux prédateurs du milieu. Cette variété illustre que l'évolution ne suivait pas un schéma uniforme, mais réagissait avec une grande finesse aux pressions écologiques et biologiques spécifiques à chaque espèce, à chaque région et même à chaque période géologique. Mais au-delà de la simple morphologie, l'innovation supposait aussi des changements comportementaux. Certains dinosaures herbivores découvrirent dans la formation de groupes un atout majeur. La coopération sociale augmentait la capacité à détecter les prédateurs et permettait de mettre en œuvre des stratégies collectives de défense, parfois redoutablement efficaces. Cela coexiste avec la morphologie défensive pour former un ensemble cohérent et d'une efficacité inédite. On observe également des adaptations dans la communication entre individus du même groupe, qui se traduisent notamment
par des signaux visuels ou sonores d'avertissement. Ces alertes collectives pouvaient instantanément faire fuir toute une troupe ou mobiliser les membres pour une défense coordonnée. Cette interconnexion comportementale s'intègre parfaitement dans la dimension innovante des défenses, soulignant que ce ne sont pas seulement les armures ou les cornes qui comptaient, mais aussi la capacité à réagir ensemble au danger. Le défi majeur résidait dans le fait que les prédateurs ne restaient jamais statiques. Ils s'adaptaient, évoluaient, changeaient de tactique de chasse. Face à cette infatigable course à l'armement entre chasseurs et proies, l'innovation défensive n'était jamais figée. Elle se déployait, se complexifiait et parfois se révolutionnait, donnant naissance à des formes qui, aujourd'hui encore, fascinent les paléontologues et passionnés du monde animal. Un exemple édifiant est celui des cératopsiens. Ces dinosaures dotés d'impressionnantes collerettes osseuses, parfois décorées de cornes ou de pointes. Ces structures, à la fois baroques et fonctionnelles, dépassaient la simple protection physique. Elles pouvaient aussi servir à intimider l'ennemi, voire à jouer un rôle dans la sélection sexuelle, pointant vers une sophistication bien au-delà du simple réflexe de survie. Ainsi, l'innovation défensive se mêlait subtilement à la communication intra-espèces et à d'autres fonctions sociales, prouvant que la survie passait aussi par l'ingéniosité comportementale. De plus, l'efficacité des innovations défensives ne se limitait pas au combat direct. Certaines espèces développèrent des moyens de fuir ou d'échapper grâce à la rapidité, l'agilité ou au camouflage. Même ces tactiques plus douces dans l'usage de la force constituent une forme d'innovation. Elles démontrent que la défense chez les herbivores est un éventail multidimensionnel, allant bien au-delà de l'évidence d'une carapace ou d'une corne. Cette importance cruciale de l'innovation se mesure aussi par l'immense succès évolutif rencontré par ces groupes. Les dinosaures herbivores ont colonisé un nombre impressionnant d'habitats différents, parfois dans des conditions extrêmes. Leur persistance à travers des millions d'années et des bouleversements climatiques majeurs atteste que l'adaptabilité, incarnée surtout par l'innovation défensive, fut la clé de leur réussite. Enfin, il est intéressant de noter que l'ingéniosité déployée par ces herbivores anciens n'est pas sans rappeler certaines stratégies défensives chez les animaux modernes. Cette continuité souligne non seulement la permanence des défis posés par la prédation, mais aussi la puissance de l'évolution pour inventer des solutions toujours renouvelées. L'innovation défensive est donc aussi une leçon intemporelle sur la complexité des interactions biologiques et sur la splendeur de la vie elle-même. À la lumière de ce panorama, notre exploration approfondira désormais comment ces stratégies défensives ont évolué dans le temps, en réponse aux pressions de l'environnement. Nous verrons comment chaque modification, parfois subtile, parfois spectaculaire, a contribué à façonner l'histoire fascinante des dinosaures herbivores et à mettre en lumière la formidable qualité d'adaptation de la nature. Dans l'immense fresque du temps préhistorique, où d'innombrables espèces apparurent, évoluèrent, puis disparurent, les stratégies de défense des dinosaures herbivores incarnent une réponse dynamique et incessante aux pressions imposées par leur environnement. Ces pressions, dues non seulement aux prédateurs affamés, mais aussi aux modifications des habitats, aux variations climatiques ou à la compétition intra- et interspécifique, jouèrent un rôle primordial dans la diversification et la spécialisation des moyens de protection adoptés par ces géants du passé. L'évolution, ce processus lent et minutieux, est guidé par la nécessité de s'adapter aux contraintes du milieu pour maximiser les chances de survie et de reproduction. Chez les dinosaures herbivores, ces contraintes étaient multiples.
Elles allaient du simple facteur écologique, comme la disponibilité de nourriture ou la densité de population, aux menaces plus directes que représentaient leurs chasseurs carnivores, souvent redoutables. Nous pouvons donc aborder cette évolution des stratégies défensives comme un dialogue constant et complexe entre ces animaux et leur environnement, parfois hostile et changeant. Au fil des millions d'années, les premiers dinosaures herbivores étaient relativement peu armés. Ils comptaient surtout sur leur taille modeste, leur agilité et leur vigilance pour fuir les dangers. Mais les pressions croissantes des carnivores imposèrent une accélération des processus d'adaptation. C'est ainsi que nous voyons apparaître une diversification remarquable des outils de défense, parfois spectaculaires par leur complexité et leur spécialisation. Prenons l'exemple des armures corporelles qui se développèrent progressivement chez certaines lignées, notamment les ankylosaures et les nodosaures. Ces plaques osseuses épaisses, parfois recouvertes d'écailles ou de protubérances pointues, résultent d'une sélection naturelle intense, favorisant les individus capables de résister aux morsures puissantes des théropodes. Ce type d'évolution morphologique témoigne d'un compromis entre protection maximale et mobilité, illustrant parfaitement comment les contraintes environnementales sculptèrent le corps même de ces animaux. Parallèlement, d'autres herbivores optèrent pour des systèmes défensifs très différents, comme les stégosaures, avec leurs épines dorsales et leur queue transformée en véritables armes. Cette évolution traduit une adaptation singulière où, face à des prédateurs peut-être plus rapides ou plus agressifs, l'aptitude à infliger des dégâts en retour contribuait aussi largement à la survie. L'environnement influençait ainsi la forme que prendrait la défense, la composition de l'écosystème, la nature des prédateurs et même la végétation même pouvaient canaliser l'évolution vers certaines solutions plutôt que d'autres. L'évolution des cornes et des collerettes chez les cératopsiens constitue un autre exemple fascinant de réponse aux pressions du milieu. Au-delà de l'aspect défensif évident, ces structures jouèrent probablement aussi un rôle dans la reconnaissance sociale et la sélection sexuelle, où des individus exhibaient leurs attributs les plus impressionnants. Cette double fonction, mêlant survie physique et réussite reproductrice, démontre la complexité des forces évolutives agissant sur les dinosaures herbivores. En outre, l'environnement même pouvait influer sur ces traits. Un milieu où les combats intra-espèces étaient fréquents favoriserait le développement d'armements plus robustes. Mais l'adaptation ne se résumait pas seulement à une transformation des morphologies. Les comportements évoluaient également. La formation de groupes et l'organisation sociale prenaient une importance croissante en raison de la nécessité d'une défense collective. Dans certains contextes environnementaux où les prédateurs chassaient seuls ou en meute, la coopération entre individus devint une stratégie privilégiée. Signaler le danger, coordonner la fuite ou même opposer une fronte unie face à la menace étaient autant d'innovations comportementales issues d'une pression environnementale constante. La sélection naturelle ne se limita pas aux seules réponses défensives immédiates. Dans certaines régions sujettes à de fortes variations climatiques, les herbivores développèrent des moyens pour survivre à des périodes difficiles. Le changement environnemental allait donc provoquer non seulement des adaptations morphologiques pour la défense contre les prédateurs, mais aussi des évolutions liées à la résilience face au stress écologique, qui à leur tour renforçaient leur capacité globale à se protéger et à prospérer. Cette coévolution entre proies et prédateurs engendra une sorte de course effrénée à l'armement, où chaque avancée dans les stratégies défensives stimulait de nouvelles réponses chez les chasseurs. L'interdépendance de ces forces obligèrent les herbivores à maintenir une capacité d'innovation constante contre vent et marée.
L'environnement dans lequel ils évoluaient n'était jamais fixe, ce qui imposait une flexibilité adaptative rare et fascinante. De plus, les changements géographiques, comme la dérive des continents et les modifications des habitats au fil des ères, jouèrent un rôle majeur. Certaines espèces se trouvèrent isolées, engagées dans des trajectoires évolutives uniques, donnant naissance à des morphologies défensives parfois inédites, signe d'une innovation stimulée par des contraintes environnementales spécifiques. D'autres, au contraire, partagèrent des milieux communs où la compétition et la prédation renforcèrent la pression pour se doter des meilleurs dispositifs protecteurs. En résumé, l'évolution des stratégies de défense chez les dinosaures herbivores s'inscrit dans une dynamique complexe et sensible aux changements environnementaux. L'armure corporelle, les appendices acérés, la taille imposante, la rapidité, la coopération sociale. Autant de réponses façonnées par la nécessité d'affronter non seulement les prédateurs, mais aussi des écosystèmes en perpétuelle mutation. Cette compréhension approfondie nous conduit naturellement à examiner plus en détail certains de ces dispositifs, à commencer par les armures corporelles des ankylosaures, véritables chefs-d'œuvre de la nature en matière de protection. Nous y découvrirons comment ces plaques osseuses, fusionnées avec la peau, formèrent un rempart incroyable contre les attaques, fruit d'une remarquable histoire évolutive. Dans le vaste univers des dinosaures herbivores, rares sont les adaptations défensives aussi impressionnantes et efficaces que l'armure corporelle développée par les ankylosaures. Ces véritables forteresses ambulantes portaient sur leur dos un ensemble de plaques osseuses épaisses, parfois ornées de protubérances et d'ostéodermes. Ces structures osseuses, intégrées à la peau, qui formaient une cuirasse naturelle d'une robustesse incomparable. Plongeons dans l'histoire fascinante de ces protections pour comprendre comment elles contribuèrent à transformer ces animaux en véritables remparts contre la menace des prédateurs. Les ankylosaures appartiennent à un groupe de dinosaures nécessitant une défense hors du commun face à un environnement rempli de carnivores redoutables, tels que les célèbres tyrannosaures ou d'autres théropodes agiles et puissants. Leur évolution reflète une stratégie défensive fondée sur la fortification passive, c'est-à-dire une protection physique avant même tout affrontement. La présence de plaques osseuses, appelées précisément ostéodermes, disséminées sur tout le corps, jouait un rôle de véritable blindage. Ces os enchâssés directement dans la peau formaient une mosaïque rigide, parfois reliée entre elles, réduisant drastiquement la vulnérabilité aux morsures et aux griffures. La diversité morphologique des ostéodermes chez les ankylosaures est saisissante. Certaines plaques sont plates et larges, semblables à des boucliers, tandis que d'autres prennent la forme de nodules ou de pointes acérées. Cette variation n'est pas anodine. Elle indique une adaptation fine aux différents besoins défensifs selon la partie du corps protégée. Par exemple, sur le dos et les flancs, les plaques assuraient une couverture étendue, tandis que sur la queue ou le ventre, des structures plus spécifiques pouvaient protéger des zones sensibles ou servir d'armes. Les paléontologues ont également découvert que l'armure pouvait être associée à des épines osseuses ou à d'autres formations ostéodermiques plus fines, superposées aux plaques principales, créant ainsi un système de défense à plusieurs couches. Il s'agissait d'un blindage naturel, efficace, pour éconduire la morsure des prédateurs, en brisant la puissance des crocs et en minimisant les impacts létaux. Cette armure n'était pas seulement solide, mais aussi étonnamment légère, si l'on considère sa complexité, grâce à une architecture osseuse optimisée par la nature pour assurer protection sans alourdir excessivement le corps. Cet exosquelette interne, au sens où elle est fusionnée à la peau, s'accompagne aussi d'une silhouette compacte, basse et étalée, qui limite les angles d'attaque favorables aux assaillants.
La combinaison de l'armure et d'une posture proche du sol conférait aux ankylosaures un profil particulièrement défensif, rendant toute tentative de prédation physique extrêmement difficile. En effet, un prédateur devait non seulement percer cette cuirasse, mais aussi affronter la résistance musculaire et la réaction potentielle du dinosaure. Il ne faut pas oublier que les ankylosaures ne se contentaient pas de passivement se protéger. Cette armure servait également à soutenir d'autres moyens de défense, notamment la fameuse massue caudale, qui, bien que distincte, était intimement liée à cette structure corporelle robuste. Cette massue, généralement composée d'énormes protubérances osseuses fusionnées à l'extrémité de la queue, était conçue pour infliger des coups puissants, renforçant ainsi la capacité à repousser les prédateurs. L'intégration harmonieuse de ces éléments illustre une ingénierie naturelle prodigieuse, où la défense passive et active se complètent. L'analyse des fossiles d'ankylosaures révèle aussi que leur armure a évolué au fil des périodes, suivant des changements dans la pression prédatrice et dans leur environnement. Par exemple, les premières formes d'ankylosaures présentaient des plaques plus simples et espacées, tandis que les espèces plus récentes exhibaient des armures plus complètes et plus élaborées, témoignant d'une réaction adaptative à une augmentation des risques ou à des prédateurs de plus en plus spécialisés. Par ailleurs, les études microscopiques des ostéodermes indiquent qu'ils ne servaient pas uniquement à la protection mécanique. Certaines hypothèses suggèrent qu'ils pouvaient également jouer un rôle dans la régulation thermique, l'ostéoderme aidant à dissiper la chaleur ou à la conserver selon les conditions climatiques. D'autres recherches analysent leur potentiel rôle dans la communication visuelle entre individus, avec des textures ou des colorations particulières visibles même à distance, signalant la santé ou la maturité sexuelle. Ces nombreuses fonctions secondaires ne font que souligner une fois de plus l'ingéniosité de l'évolution. L'armure corporelle des ankylosaures n'était pas simplement un manteau protecteur, mais un système multifonctionnel qui participait à la survie dans un environnement à la fois dangereux et complexe. En contemplant cette merveille de la nature, nous comprenons mieux pourquoi les ankylosaures ont pu prospérer durant des millions d'années. Leur armure était un véritable chef-d'œuvre de conception biologique, une fusion parfaite entre robustesse, adaptabilité et polyvalence. Ces plaques osseuses et ostéodermes apparaissent alors comme l'illustration éclatante d'une innovation défensive d'une efficacité redoutable. À présent, pour approfondir l'analyse de ces défenses, poursuivons avec un focus particulier sur la massue caudale de l'Ankylosaurus, l'une des armes les plus redoutables jamais développées par un herbivore contre ses prédateurs. Parmi les armes les plus emblématiques et fascinantes déployées par les dinosaures herbivores, la massue caudale de l'Ankylosaurus occupe une place à part. Cette formidable arme, à la fois spectaculaire par sa forme et redoutable par son efficacité, incarne à merveille l'ingéniosité naturelle de ces animaux face aux pressions exercées par leurs prédateurs. Aujourd'hui, en nous penchant dans le détail sur cette massue ossifiée, nous allons découvrir un système défensif d'une sophistication étonnante, résultat d'une évolution millénaire. L'Ankylosaurus, qui signifie littéralement « lézard cuirassé », vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années. Pesant plusieurs tonnes, ce dinosaure est souvent décrit comme un véritable tank ambulant. Sa silhouette, massive et basse, était protégée par une armure imposante d'ostéodermes, recouvrant son dos, ses flancs et même sa tête. Mais c'est sa queue qui a fasciné les paléontologues depuis sa découverte. À son extrémité, elle se terminait par une énorme massue osseuse, fusion de plusieurs plaques osseuses épaisses, durcies et solidifiées par la nature. Cette massue
mesurant parfois près d'1 mètre, n'était pas un simple appendice décoratif. Elle pouvait être agitée avec une telle force et une telle précision que son impact rivalisait avec celui de certains marteaux modernes. Des études biomécaniques récentes ont montré que la puissance de cette queue pouvait atteindre des niveaux capables de briser des os, voire de sérieusement blesser, voire neutraliser un prédateur comme un grand théropode. C'était donc une arme aussi défensive qu'offensive, où l'animal, certes armé d'une cuirasse passive, pouvait également riposter vigoureusement. Pour comprendre l'efficacité de cette massue, il faut prendre en compte la musculature puissante qui animait la queue de l'Ankylosaurus. L'articulation, robuste et flexible, permettait d'effectuer des balancements puissants et rapides sur le plan horizontal. Des structures osseuses particulières renforçaient la queue afin de résister aux contraintes mécaniques générées lors de ces mouvements violents. En combinant masse, vitesse et effet de levier, cette massue devenait un véritable marteau naturel, capable d'infliger des coups dévastateurs, parfois même traumatisants pour les carnivores les plus redoutables. Les fossiles retrouvés témoignent d'ailleurs de cette utilité martiale. Certains crânes de théropodes présentent des traces de fractures ou de marques compatibles avec des impacts violents, suggérant que la massue caudale de l'Ankylosaurus fut bel et bien utilisée en défense lors de rencontres fatales ou très agressives. Ce constat renforce l'image d'une arme essentielle à la survie, une véritable innovation défensive que peu d'animaux herbivores dans l'histoire ont possédé. Outre son rôle balistique, la massue pouvait également avoir une fonction dissuasive. D'un simple mouvement visible de la queue, l'Ankylosaurus pouvait signaler sa force, impressionner potentiels agresseurs, voire intimider d'autres herbivores en compétition. Cette communication non verbale, à travers cette arme imposante, ajoute une dimension sociale potentielle à cette structure osseuse. Elle n'était donc pas seulement créée pour le combat, mais aussi pour le bluff stratégique. Il est intéressant de noter que cette arme est l'aboutissement d'une longue évolution. Les ancêtres des ankylosaures arboraient déjà des ostéodermes et des adaptations défensives. Mais la massue caudale, proprement dite, est apparue progressivement, via la fusion de plusieurs os dermiques et la spécialisation de la queue. Cette progression marque un tournant clé dans la pression de sélection exercée par les prédateurs, où la simple protection passive ne suffisait plus. La capacité à frapper activement les attaquants était devenue vitale. Cette innovation n'est pas seulement un exploit fonctionnel, mais aussi une belle illustration de la façon dont la nature maximise l'efficacité des moyens existants. L'Ankylosaurus, tout en conservant son armure robuste, a adapté son corps de manière à exploiter au mieux chaque atout. Une défense passive imbattable, combinée à une capacité offensive redoutable. C'est un témoignage poignant de la complexité et de la finesse de l'évolution, capable de créer une arme aussi unique chez un herbivore. Enfin, lorsque l'on imagine les paysages du Crétacé tardif, peuplés de tyrannosaures voraces et d'autres prédateurs affamés, il est fascinant de visualiser ces rencontres où une telle massue pouvait tout changer. L'Ankylosaurus, indéniablement lent et massif, ne fuyait pas seulement, mais ripostait avec une puissance incroyable, signant ainsi sa place dans le grand théâtre de la survie. Dans la suite de notre exploration, nous nous pencherons sur une autre forme spectaculaire de défense dans le monde des herbivores, les pointes et les épines impressionnantes des stégosauridés, véritables sentinelles acérées de la préhistoire. Parmi la diversité incroyable des défenses morphologiques que les dinosaures herbivores ont développées, les pointes et épines des stégosauridés occupent une place particulièrement impressionnante, où beauté et fonctionnalité
se conjuguent pour protéger ces géants des prédateurs. Ces structures ostéodermiques, à la fois spectaculaires et intrigantes, révèlent une adaptation fascinante à un contexte environnemental hostile, ainsi qu'une véritable prouesse de la nature en matière de défense passive et parfois active. Les stégosauridés, apparus durant le Jurassique moyen et ayant prospéré jusqu'à la fin du Jurassique, sont surtout connus pour leur silhouette immédiatement reconnaissable. Une double rangée de plaques osseuses massives s'élève le long de leur dos, tandis que leur queue est ornée de longues pointes acérées, formant une sorte de massue à épines, appelée tagomiseur. Ces éléments combinés offrent un système défensif aussi original qu'efficace. Les plaques dorsales, bien que souvent pensées comme un simple outil de régulation thermique ou de signalisation visuelle, ont indéniablement aussi une fonction protectrice. Leur disposition en deux lignes symétriques crée une barrière difficile à pénétrer, rendant l'attaque zoogène improbable sur le dos, une zone vulnérable chez de nombreux autres animaux. Par leur forme, elles pouvaient aussi servir d'entonnoir pour détourner les morsures vers des zones moins dangereuses. Leur taille et leur épaisseur rendaient les coups nocifs pour un prédateur peu prudent. En revanche, ce sont surtout les épines de la queue qui illustrent avec force la vocation défensive du stégosaure. Le tagomiseur, composé de 4 à 6 épines robustes et pointues, était orienté horizontalement et pouvait être agité avec précision grâce à une queue souple et musclée. Lorsqu'un carnivore, tel qu'un allosaurus, tentait une attaque, le stégosaure pouvait pivoter sa queue pour infliger des coups puissants et perforants, capables de briser les os ou de causer des blessures sérieuses. Des analyses de fossiles ont révélé des traces de blessures sur des os de grands théropodes qui correspondent parfaitement aux formes des épines du tagomiseur. Cette preuve palpablement suggère que ces armes n'étaient pas de simples ornements, mais servaient véritablement lors d'affrontements, parfois meurtriers, avec les prédateurs. C'est une démonstration concrète de la double utilité des structures chez les stégosauridés, dissuasion visuelle et arme offensive. Au-delà de la fonction mécanique, les plaques et épines du stégosaure sont aussi riches d'une signification biologique. Leur surface pouvait présenter des nervures et textures complexes qui, combinées à une probable vascularisation, auraient pu jouer un rôle dans la communication intra-espèces, notamment le déploiement pour signaler la vigueur, l'état de santé ou la maturité sexuelle. Cette utilisation visuelle renforçait également leur valeur défensive, car une silhouette imposante et intimidante pouvait prévenir l'attaque avant même que les hostilités ne commencent. L'évolution progressive des stégosauridés témoigne d'une traduction directe des pressions prédatrices en innovation. Depuis les premiers représentants, qui portèrent des plaques plus modestes, jusqu'aux formes ultérieures avec des épines plus vastes et mieux articulées, chaque étape illustre un affinement des moyens de défense, où la taille, la position et la capacité de mouvement étaient sélectionnées avec efficacité. Ces adaptations ont été d'autant plus cruciales qu'elles associaient protection et mobilité. Contrairement aux ankylosaures plus lents et lourdement blindés, les stégosauridés, bien que massifs, gardaient suffisamment d'agilité pour utiliser leur queue à épines offensivement, ce qui leur conférait une défense active remarquable. Cette dynamique défensive, mêlant résistance et réplique, est un bel exemple de la sophistication des solutions élaborées par les dinosaures herbivores pour survivre. Enfin, l'esthétique même de ces plaques et épines a suscité l'admiration et l'émerveillement, offrant un témoignage unique que la défense n'est pas seulement une affaire fonctionnelle, mais peut aussi devenir une forme d'expression biologique presque artistique, où la nature superpose utilité et beauté. Ainsi, le cas des stégosauridés
nous plonge dans un chapitre fascinant de l'ingéniosité naturelle, une histoire où les pointes et les épines ne sont pas que des armes, mais un paradigme de survie, de communication et d'adaptation dans un monde dominé par les prédateurs. Dans le prolongement de cette étude, notre regard se portera bientôt sur une autre forme extraordinaire de défense chez les herbivores, les cornes et les collerettes des cératopsiens, qui dévoilent un autre aspect, tout aussi élaboré, de la protection préhistorique. Les cératopsiens, groupe emblématique de dinosaures herbivores du Crétacé, fascinent par leurs cornes imposantes et leurs collerettes osseuses spectaculaires. Ces ornements, qui ornaient leur tête de manière souvent baroque, sont loin de constituer un simple ornement esthétique. En réalité, ils jouent un rôle crucial dans la survie, la communication et la dynamique sociale de ces animaux, révélant une complexité impressionnante dans les stratégies défensives mises au point par ces dinosaures. Pour bien comprendre l'importance de ces structures, il faut d'abord se plonger dans leur morphologie. La collerette, une large plaque osseuse qui s'étend à l'arrière du crâne, souvent bordée de perforations appelées fenestration, constitue une sorte de bouclier naturel protégeant le cou et la nuque, des zones très vulnérables lors d'une attaque. Certaines collerettes présentent également des bosses, des crêtes ou des excroissances osseuses qui augmentent encore leur résistance mécanique. Quant aux cornes, leur forme et leur taille variaient considérablement d'une espèce à l'autre. On observe des cornes frontales puissantes, pouvant dépasser 1 mètre de longueur, chez certains cératopsiens, comme Triceratops, tandis que d'autres espèces arboraient des cornes plus petites ou une disposition différente, notamment des cornes nasales. Cette diversité montre une adaptation à différents types de menaces, et sans doute à des combats intraspécifiques. Mais ces structures ne servent pas uniquement à se défendre contre les prédateurs. Les collerettes et cornes sont aussi de véritables outils de communication visuelle, jouant un rôle primordial dans l'intimidation. En exhibant ces ornements, un cératopsien pouvait imposer sa présence, dissuader un rival ou un prédateur de s'approcher. On peut imaginer des parades spectaculaires où l'animal étend précisément sa collerette pour paraître plus grand et plus menaçant. Un peu comme certains animaux modernes utilisent leur capacité d'affichage pour éviter le combat réel. Leur rôle dans la compétition sexuelle est également essentiel. Les cornes pouvaient servir dans des confrontations pour imposer une dominance ou défendre un territoire, à l'instar des combats risqués que l'on observe aujourd'hui chez certains mammifères, comme le bœuf ou le cerf. Ces affrontements entre mâles, sans doute fréquents chez les cératopsiens, favorisaient la sélection des individus les plus forts et les mieux armés, contribuant ainsi à l'évolution de ces structures défensives et ornementales. D'un point de vue évolutif, ces ornements se sont complexifiés au fil du temps. Les premiers cératopsiens arboraient des collerettes relativement modestes et des cornes petites ou absentes. Progressivement, sous la pression combinée des prédateurs et des interactions sociales, ces traits devinrent plus voyants, plus résistants, plus diversifiés. Cette évolution est une illustration parfaite de la manière dont la sélection naturelle agit non seulement pour survivre face aux dangers extérieurs, mais aussi pour structurer la vie sociale. Les fossiles ont également révélé des traces d'usure, de fractures ou de cicatrices sur les cornes, attestant leur usage dans des luttes réelles, soit contre des conspécifiques, soit contre des prédateurs. Ces preuves fossiles nous plongent au cœur de comportements agressifs, loin d'être purement symboliques. Mais la collerette, parfois vue simplement comme un bouclier passif, pouvait avoir d'autres fonctions, moins évidentes, mais tout aussi importantes. Par exemple, la large surface osseuse pouvait servir à réguler la température corporelle
en dissipant la chaleur, ce qui était primordial dans les climats chauds ou lors d'efforts physiques intenses. De plus, la surface de la collerette pouvait être recouverte de peau colorée ou ornementée de motifs visuels qui renforçaient l'efficacité du signal visuel. L'ensemble de ces éléments montre que chez les cératopsiens, les cornes et collerettes constituent un système défensif multifonctionnel, à la fois physique, social et physiologique. Cette complexité dépasse largement l'idée d'un simple ornement et révèle toute la richesse des adaptations développées par ces dinosaures pour faire face à un environnement où la menace était omniprésente. Alors que nous sommes captivés par la puissance expressive et la force protective de ces animaux, il est intéressant d'observer que nombre de ces principes se retrouvent encore aujourd'hui chez certaines espèces modernes qui utilisent également cornes et autres excroissances osseuses à des fins similaires, preuve vibrante de l'héritage évolutif des dinosaures. Dans la continuité de cette exploration des défenses naturelles, nous nous intéresserons désormais à la taille comme moyen de protection, où la simple immensité devient un bouclier naturel face au danger, un autre témoignage étonnant de l'ingéniosité des herbivores préhistoriques. La taille imposante de nombreux dinosaures herbivores ne se limitait pas à un simple aspect fascinant pour les paléontologues. Elle constituait une stratégie défensive à part entière, voire un véritable bouclier naturel contre les menaces constantes de la préhistoire. Quand la masse et les proportions grandissaient, ces colosses devenaient, par leur simple gigantisme, des forteresses vivantes, rendant toute attaque directe extrêmement périlleuse pour les prédateurs. Nous allons explorer cette forme particulière de défense passive, où l'immensité même devient l'arme la plus efficace. Dans les vastes plaines et forêts du Jurassique et du Crétacé, les dimensions des herbivores atteignirent parfois des proportions gigantesques. Le Diplodocus, le Brachiosaurus ou encore l'Argentinosaurus, ce dernier pouvant dépasser les 30 mètres de longueur et peser près de 100 tonnes, sont autant de symboles de cette puissance physique naturelle. Cette masse colossale ne servait pas seulement à se nourrir de volumes titanesques de végétation, mais jouait aussi un rôle majeur dans la défense contre l'attaque. En effet, pour un prédateur, la confrontation avec un géant de plusieurs dizaines de tonnes représentait un risque considérable. La taille extrême augmentait l'inertie de l'animal, sa résistance mécanique, de sorte que même des attaques répétées pouvaient s'avérer inefficaces. Frappé, un sauropode massif ne céderait pas facilement, et le coût pour l'agresseur, énergie dépensée, risque de blessure, pouvait s'avérer disproportionné, incitant à la prudence, voire à l'évitement. Par ailleurs, la surface corporelle énorme offrait peu d'angles vulnérables. Les prédateurs, souvent plus petits et agiles, étaient incapables de se positionner pour infliger des morsures mortelles sans s'exposer eux-mêmes au danger. L'énorme taille permettait ainsi de protéger les parties vitales, le cou, le dos ou encore le ventre, en rendant leur accès difficile. Certaines espèces développèrent même des comportements défensifs spécifiques fondés sur ce gigantisme. Par exemple, en formant des cercles ou des rangées serrées, les immenses groupes de sauropodes pouvaient présenter une muraille de corps qui dissuadait l'attaque. Dans certains cas, les plus petits ou les plus faibles se protégeaient au centre, entourés par les individus les plus massifs et les plus expérimentés. Cette organisation, combinant la taille et le comportement social, amplifiait la protection collective. De plus, la croissance rapide et prolongée de ces dinosaures leur permettait d'atteindre une taille suffisante avant de devenir des cibles potentielles pour les prédateurs, assurant ainsi une meilleure survie juvénile. Cette stratégie d'allongement de la période de croissance, bien qu'ayant un coût énergétique élevé,
traduisait une énorme pression sélective en faveur de la protection par la taille. Cependant, le gigantisme n'était pas exempt de contraintes. Les besoins alimentaires énormes, la difficulté à se déplacer rapidement et la complexité à trouver des lieux adaptés à une telle masse imposaient des compromis. De plus, certains prédateurs intelligents et spécialisés, comme le redoutable Tyrannosaurus rex, développèrent des techniques ou une force suffisante pour s'attaquer aux plus grands herbivores, notamment aux individus blessés, malades ou jeunes. Cette course évolutive entre la taille comme protection et l'adaptation prédatrice illustre parfaitement la dynamique délicate des écosystèmes préhistoriques. Tandis que certains dinosaures investissaient dans le gigantisme pour se défendre, d'autres ajustaient leur stratégie pour contourner ces barrières imposantes, donnant lieu à une véritable interaction adaptative entre défenseurs et attaquants. Enfin, il est fascinant de constater que l'impact de la taille comme bouclier naturel ne s'est pas perdu au fil des millions d'années. Aujourd'hui, certains animaux modernes, comme les éléphants ou les baleines, utilisent également leur gigantisme comme forme de protection, rappelant ainsi ce principe fondamental apparu bien avant notre ère. Alors que nous contemplons la puissance brute que représente la taille chez les herbivores préhistoriques, notre prochaine étape sera d'observer des moyens plus subtils de défense, comme la rapidité et l'agilité, révélant la diversité des stratégies employées pour échapper à la prédation dans un monde où la survie est un art en soi. Lorsque l'on évoque la défense chez les dinosaures herbivores, il est facile de penser immédiatement aux armures épaisses, aux massues redoutables ou aux cornes imposantes. Pourtant, l'une des stratégies défensives les plus fondamentales et souvent efficaces réside dans la rapidité et l'agilité, la fuite comme principal moyen de survie. Dans un monde peuplé de prédateurs toujours plus perfectionnés, la capacité à échapper rapidement au danger fut un atout vital, accessible à de nombreuses espèces herbivores qui ne portaient pas d'armure lourde et préféraient miser sur leur mobilité. Cette stratégie, souvent appelée fuite, correspond à l'ensemble des adaptations anatomiques et comportementales permis par la vitesse et la maniabilité, qui favorisent l'évasion plutôt que la confrontation. Elle concerne principalement ceux des dinosaures herbivores qui, malgré leur taille parfois impressionnante, ont choisi de privilégier la souplesse et la rapidité pour échapper aux carnivores. Cette tactique, naturelle mais tout à fait raffinée, faisait partie d'un art de la survie, tout en subtilité. Prenons l'exemple des ornithopodes, comme l'iguanodon ou les hadrosaures. Ces dinosaures possédaient souvent un corps léger, des membres postérieurs puissants et longs, et une ossature adaptée à la course rapide. Leur posture bipède temporaire ou facultative leur permettait de gagner en stabilité et d'augmenter leur vitesse de déplacement. Certains empruntaient aussi la quadrupédie pour la stabilité en déplacement lent, quand ils broutaient ou se déplaçaient avec prudence. En cas de menace, ils pouvaient basculer sur leurs deux pattes arrière et sprinter avec agilité. Les muscles des pattes, associés à des articulations flexibles et des tendons élastiques, fonctionnaient tels des ressorts, permettant d'absorber et de restituer l'énergie rapidement, augmentant ainsi la cadence et la longueur des enjambées. Cela permettait non seulement de s'éloigner efficacement d'une attaque imminente, mais aussi d'explorer un terrain complexe, zigzagant entre la végétation dense ou sur des sols accidentés. Cette aptitude à manœuvrer rapidement pouvait déconcerter un prédateur qui devait faire face à une cible mouvante, difficile à cerner. Mais la rapidité ne suffit pas toujours. L'agilité, l'habileté à changer de direction instantanément, à se faufiler entre des obstacles naturels, joue un rôle tout aussi important. Certains dinosaures avaient des queues longues et mobiles qui servaient de balancier.
stabilisant leur mouvement et améliorant leur équilibre durant des courses effrénées ou des sauts. Ce contrôle moteur précis faisait la différence entre une fuite réussie et une chute fatale. Ces caractéristiques étaient soutenues par un système sensoriel développé. Une vision perçante et un sens de l'ouïe aiguisé pouvaient détecter les signes avant-coureurs d'une attaque, offrant une précieuse avance pour engager la fuite. D'autres comportements, comme se tenir en hauteur, s'immobiliser pour mieux observer ou encore adopter une posture d'alerte, participaient à cette stratégie combinée d'évitement. Dans certains cas, la fuite était renforcée par des réactions collectives. La formation de troupeaux pouvait créer une confusion chez le chasseur, par la rapidité et le mouvement soudain de nombreux individus. La dynamique de groupe compliquait la sélection d'une cible unique. Ce phénomène social, mêlant vitesse et nombre, constituait une défense supplémentaire et souvent efficace. L'évolution favorisait donc ces adaptations chez les espèces capables d'aller vite et d'être agiles. À l'inverse, lorsque les prédateurs devenaient trop puissants ou spécialisés, certains herbivores évoluaient vers des défenses plus passives ou actives. Mais la fuite resta toujours un mécanisme privilégié chez plusieurs lignées. Il est fascinant d'observer que cette stratégie, fondée sur la rapidité et l'agilité, se retrouve aujourd'hui chez de nombreux animaux, des gazelles aux cerfs, démontrant ainsi la continuité des principes de la survie face au danger. La fuite n'est pas signe de faiblesse, mais souvent celle de la sagesse et de la prudence, un choix réfléchi optimisant les chances de vie. Ainsi, en croisant vitesse, maniabilité, sens aiguisé et comportements sociaux, la fuite apparaît comme un pilier central de la défense chez les dinosaures herbivores, un art subtil et essentiel qui complétait brillamment les stratégies physiques plus spectaculaires. En poursuivant cet itinéraire, nous nous intéresserons dans la prochaine section au mimétisme et au camouflage, d'autres formes étonnantes pour tromper l'ennemi dans ce théâtre naturel de la survie. Dans la danse silencieuse et éternelle de la survie préhistorique, le mimétisme et le camouflage apparaissent comme des stratégies d'une subtilité remarquable, où le moindre détail pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Chez les dinosaures herbivores, ces techniques pour se fondre dans l'environnement ou imiter certains éléments naturels constituaient un moyen ingénieux d'échapper à la vigilance des prédateurs, transformant parfois le paysage lui-même en un allié protecteur. Plongeons ensemble dans cet univers discret, mais ô combien efficace, où l'art de disparaître devint une forme de défense aussi cruciale que la force brute ou les armures massives. Le mimétisme, c'est-à-dire la capacité à adopter l'apparence d'un élément du milieu ambiant, pouvait prendre plusieurs formes. Chez des dinosaures herbivores, cela pouvait consister en des couleurs, des textures ou des motifs du corps imitant la végétation environnante, des rochers ou même l'ombre portée des arbres. Ainsi, dès la simple posture adoptée à certains moments, l'animal pouvait se fondre dans le décor, rendant sa détection par un prédateur infiniment plus difficile. Les premiers indices tangibles de cette aptitude proviennent d'analyses de fossiles, où des traces de pigments ou de structures cutanées laissent entrevoir des patrons colorés. Bien que la coloration exacte reste souvent sujette à hypothèse, des découvertes récentes ont permis de démontrer que certains dinosaures possédaient des variations chromatiques destinées à ce camouflage. Par exemple, des nuances de vert, brun ou même des motifs tachetés ou rayés pouvaient aider à lutter contre la vue perçante des carnivores. En plus du mimétisme, le camouflage fonctionnait également par la forme et la posture. La capacité à réduire son profil, à se coucher ou à se dissimuler derrière des troncs ou des buissons, amplifiait cette invisibilité relative. Certaines espèces moins blindées, moins aptes à la fuite ou à la riposte,
furent très probablement les plus grandes utilisatrices de ces stratégies, compensant ainsi leur faiblesse physique par l'intelligence du comportement. Dans certains cas, le mimétisme était encore plus abouti. Certaines espèces auraient pu imiter des formes spécifiques d'éléments naturels, comme des branches, des fougères ou des contours de rochers, rendant le camouflage presque parfait. Cette capacité à jouer avec les perceptions visuelles obéit à une sélection naturelle très fine, où ne survivaient que les individus suffisamment habiles pour confondre leur silhouette avec leur environnement. Il est important aussi de souligner que ces stratégies n'étaient pas uniquement défensives, mais aussi liées à la communication et à la reproduction. Une coloration plus vive pouvait avertir des membres du groupe, attirer un partenaire ou signaler une position dans la hiérarchie, combinant ainsi le mimétisme avec d'autres fonctions comportementales. Par ailleurs, dans un monde aussi riche que celui des dinosaures, certains herbivores développèrent des adaptations complémentaires, comme des réflexions lumineuses ou des variations chromatiques changeantes pour s'adapter aux différentes saisons ou paysages traversés. Cette plasticité chromatique, bien qu'encore hypothétique chez les dinosaures, trouve des parallèles solides dans la nature actuelle, notamment chez certains reptiles et amphibiens, renforçant l'idée d'une sophistication comportementale avancée. Ce recours au camouflage et au mimétisme résulte aussi de la nature même des interactions entre espèces dans un même milieu. Dans des environnements denses, où la visibilité est réduite par la végétation, ou dans des zones semi-désertiques, où le relief jouait un rôle primordial, se confondre avec le contexte pouvait littéralement sauver la vie, réduisant ainsi considérablement les chances d'être repéré et attaqué. Enfin, il est fascinant de constater que ces stratégies animales, mêlant physiologie et comportement, continuent de fleurir dans les écosystèmes contemporains. Elles témoignent d'une permanence évolutive, où l'intelligence adaptative prime autant que la puissance ou la défense physique brute. Ainsi, le mimétisme et le camouflage illustrent que, dans la guerre silencieuse de la survie, la discrétion est parfois la meilleure des protections. Tandis que nous poursuivons ce voyage, nous aborderons bientôt un autre aspect essentiel de la vie en groupe: les comportements grégaires, source de coopération et de protection collective, véritables illustrations de la force du nombre face au danger. Dans le vaste théâtre de la vie préhistorique, où les menaces étaient omniprésentes, les comportements grégaires chez les dinosaures herbivores ont constitué un véritable tournant dans leur stratégie de défense. La force du nombre, couplée à la coopération entre individus, offrait une protection collective largement supérieure à celle de l'individu isolé, transformant les troupeaux en véritables remparts mouvants contre les assauts des prédateurs. Cette aptitude sociale, souvent méconnue ou sous-estimée, est au cœur d'une ingéniosité naturelle dont les répercussions se font encore sentir dans la faune contemporaine. Les fossiles et les sites paléontologiques découverts depuis plusieurs décennies ont révélé des traces claires de vie en groupe chez de nombreuses espèces herbivores, théropodes et ornithischiens, notamment les hadrosaures, les cératopsiens et certains sauropodes. Les regroupements n'étaient pas aléatoires. Ils obéissaient à des règles sociales complexes, articulées autour de mécanismes de protection, d'alimentation, voire de reproduction. La première fonction de ces groupes résidait sans doute dans la défense collective. En effet, lorsqu'un prédateur approchait, un troupeau pouvait mobiliser la vigilance de ses membres. Chaque individu jouait un rôle de sentinelle, multipliant ainsi les chances d'apercevoir le danger à temps pour déclencher l'alerte. Cette surveillance partagée est un avantage stratégique considérable, surtout dans des environnements où la fuite individuelle serait insuffisante face à des prédateurs rapides et agressifs. Mais la coopération,
allaient bien au-delà de la simple alerte. Certains fossiles témoignent de comportements protecteurs actifs. Les individus les plus gros ou les adultes expérimentés plaçaient les plus jeunes et les plus vulnérables au centre du groupe, formant un cercle ou un demi-cercle protecteur. Ce dispositif conférait une protection physique, permettant de réduire considérablement l'accès des prédateurs aux cibles les plus fragiles. Le mouvement synchronisé au sein du troupeau renforçait également cet effet. En cas d'attaque, les herbivores pouvaient se déplacer de manière coordonnée, déployant des manœuvres collectives destinées à disperser ou à désorienter leurs assaillants. Ces comportements groupés réduisaient le risque individuel et augmentaient les chances de survie de la majorité. La coopération ne s'arrêtait pas à la défense contre les prédateurs. Au quotidien, la vie en groupe facilitait aussi l'accès aux ressources alimentaires, la transmission des connaissances sur les pâturages disponibles, ainsi que la protection contre les intempéries ou les catastrophes naturelles. Ce cadre social riche instaurait des relations complexes où l'entraide et la solidarité jouaient des rôles majeurs dans la pérennité de la communauté. Tous ces aspects sociaux reflètent la capacité remarquable des dinosaures herbivores à évoluer non seulement par leurs caractéristiques physiques, mais aussi par leur intelligence sociale et comportementale. Cette évolution parallélo-physiologique et comportementale augmente la complexité et la diversité des moyens défensifs à l'œuvre dans leur survie. Il est fascinant de constater des parallèles directs entre ces stratégies préhistoriques et les comportements observés aujourd'hui chez certains mammifères herbivores modernes, tels que les éléphants, les buffles ou les antilopes, qui continuent d'exploiter la force du nombre et la coopération comme moyens essentiels de défense. Ainsi, face à un monde imprévisible et souvent hostile, ces groupes mobiles et solidaires illustrent que la survie ne dépend pas seulement des formes et des armures, mais aussi des liens tissés entre les individus. Ce sera notre prochain sujet d'exploration. Le rôle des vocalisations et des signaux visuels, ces langages subtils qui permettaient aux dinosaures herbivores d'avertir, de coordonner et de protéger le groupe. Dans l'univers sauvage et impitoyable des dinosaures herbivores, la survie ne reposait pas uniquement sur des protections physiques martiales, telles que cornes, armure ou massue. Elle s'appuyait également sur une communication sophistiquée, subtile et fondamentale. Les vocalisations et les signaux visuels qui, combinés, permettaient de prévenir et d'organiser efficacement la défense collective face aux prédateurs. Ces moyens de communication, souvent invisibles, mais d'une importance capitale, témoignent de l'ingéniosité comportementale et sociale des dinosaures herbivores. L'efficacité de tout groupe repose sur sa capacité à réagir rapidement aux menaces. Ainsi, dès que l'un des membres détectait un danger, que ce soit un prédateur chassant à l'affût ou un mouvement suspect dans l'environnement, la nécessité d'avertir les autres avec célérité devenait vitale. Pour cela, les herbivores employaient des vocalisations. Cris, grognements, sifflements ou grondements, dont la portée et l'intensité variaient selon le contexte et l'urgence. Ces sons, souvent puissants, permettaient d'alerter toute une troupe, même à grande distance. Certains hadrosaures, par exemple, possédaient des crêtes osseuses, creuses au sommet de la tête, qui fonctionnaient comme des caisses de résonance. Cette adaptation remarquable leur permettait de produire une gamme de sons variés et puissants, pouvant servir à avertir leurs congénères d'un danger imminent. Les différents modèles de crêtes peuvent également indiquer la nuance des messages, signaux d'alerte, appels à la fuite, ou encore dispositifs pour rassembler le groupe. Au-delà des signaux sonores, les signaux visuels jouaient eux aussi un rôle crucial. Les postures corporelles, les mouvements de la tête, la coloration de certaines parties du corps
ou encore les comportements expressifs, fonctionnaient comme un langage codifié permettant de transmettre rapidement des informations. Par exemple, un mouvement brusque de la queue, une posture particulière ou le déploiement d'une collerette ou d'une crête pouvaient signifier danger ou rassemblement. Ces signaux visuels étaient particulièrement efficaces lorsque les conditions auditives étaient limitées, au crépuscule, dans des zones bruyantes ou lors des déplacements en forêt dense. L'interaction entre vocalisation et signaux visuels renforçait la fluidité et la précision de la communication. Conjugués, ils permettaient non seulement d'alerter, mais aussi de coordonner la réponse collective, la fuite, le regroupement ou la mise en place des défenses. Cette capacité à synchroniser les comportements en temps réel augmentait considérablement les chances de survie face aux prédateurs. D'un point de vue évolutif, le développement de cette communication complexe reflète la pression exercée par l'habitat, la nature des prédateurs, mais aussi la structure sociale des espèces herbivores. Les dinosaures vivant en grands troupeaux et dotés d'une vie sociale diversifiée furent naturellement sélectionnés pour développer de tels moyens de communication qui renforçaient l'harmonie et la cohésion du groupe. Les récentes découvertes paléontologiques, comme les fossiles de structures osseuses associées à des organes sensoriels sophistiqués, confirment que les dinosaures possédaient une palette sensorielle performante, adaptée à des échanges complexes. Associés à ces organes, certains pigments mieux conservés laissent supposer que les couleurs et motifs corporels jouaient eux aussi un rôle non négligeable dans la communication visuelle. Cette dualité sonore et visuelle de la communication n'est pas unique à la préhistoire. Elle représente une stratégie universelle que l'on retrouve aujourd'hui chez de nombreux animaux sociaux, des oiseaux aux mammifères, en passant par certains reptiles. Ce fil conducteur souligne l'importance fondamentale de ces mécanismes dans la réussite adaptative, transcendant le temps et les espèces. En conclusion, les vocalisations et signaux visuels formaient un langage précoce et sophistiqué grâce auquel les dinosaures herbivores pouvaient anticiper, détecter et réagir collectivement aux dangers. Ce système de communication complexe, résultat d'une longue évolution, témoigne de la profondeur de leur organisation sociale et de la diversité des moyens inventés pour assurer leur survie dans un monde souvent hostile. Nous poursuivrons notre voyage au cœur de ces dynamiques sociales, en découvrant bientôt l'importance de la vigilance collective, où sentinelles et gardes jouent un rôle clé dans la protection des troupeaux. Cette vigilance, combinée aux moyens de communication, constitue une autre facette essentielle de la défense naturelle chez ces animaux fascinants. Dans l'immensité des paysages préhistoriques, où la menace d'un prédateur planait constamment, la vigilance collective des dinosaures herbivores constituait une ligne de défense primordiale, presque invisible mais vitale. Plus que jamais, le succès de la survie dépendait de la capacité des troupeaux à détecter précocement le danger. Ce système de surveillance partagée, fait de sentinelles attentives et de gardes vigilants, illustre non seulement l'intelligence sociale de ces animaux, mais aussi l'efficacité d'une organisation collective dans un environnement impitoyable. La vigilance collective repose sur un principe simple: multiplier les yeux et les sens pour minimiser le risque. Chaque membre du groupe ne se contente pas de veiller à sa propre sécurité, mais contribue activement à la protection de toute la communauté. Cette coopération sensorielle augmentait considérablement les chances de repérer un prédateur à temps, avant qu'il ne soit assez proche pour attaquer. Cette alerte précoce permettait aux dinosaures d'organiser des réactions coordonnées, qu'il s'agisse de la fuite, du regroupement ou de la mise en place de défenses physiques. Des études paléontologiques suggèrent que certains herbivores, notamment les hadrosaures et les cératopsiens, avaient une vision particulièrement développée, ce qui leur permettait de scruter l'horizon avec précision.
associée à des sens auditifs aigus. Cette perception fine renforçait l'efficacité des rôles de sentinelles qui, en se postant en hauteur ou à des points stratégiques, offraient une couverture optimale au reste du groupe. Ces sentinelles se devaient également d'être alertes en permanence, capables de détecter des indices faibles comme un mouvement furtif, un craquement de branches ou un son inhabituel. Leur rôle ne se limitait pas à la veille passive. Ces gardiens pouvaient aussi émettre des signaux spécifiques pour avertir du danger imminent. Ces signaux, qu'ils soient vocaux ou visuels, permettaient une diffusion rapide de l'information. L'importance de la vigilance collective s'étendait aussi à la coordination des mouvements. Lorsque la menace était confirmée, les sentinelles guidaient la troupe vers des solutions adaptées, déplacement vers un lieu sûr, formation défensive ou, plus rarement, affrontement. Cette stratégie exigeait un haut degré d'organisation sociale et une communication efficace, témoignant d'une véritable intelligence collective. Les avantages de cette vigilance partagée sont nombreux. En plus de la protection immédiate contre les attaques, elle réduisait le stress individuel en répartissant l'effort de surveillance sur plusieurs membres. Cela permettait ainsi aux espèces herbivores de consacrer davantage de temps à l'alimentation, à la reproduction ou aux soins des plus jeunes, renforçant leur résilience globale. Cependant, une vigilance trop faible ou mal organisée pouvait avoir des conséquences dramatiques. Les dinosaures isolés ou ceux appartenant à des groupes trop petits ou mal structurés étaient les plus vulnérables, soulignant l'importance évolutive de ce comportement collectif. Dans une perspective évolutive, le rôle des sentinelles et gardes illustre comment les pressions externes ont façonné non seulement l'anatomie, mais aussi le comportement social des dinosaures herbivores. Cette organisation collective matérialise une réponse ingénieuse où la coopération devient la meilleure des défenses. Alors que nous avons perçu ce rôle essentiel de la vigilance collective, notre exploration nous conduira désormais à examiner les stratégies particulières mises en œuvre chez les hadrosaures, où mémoire et ingéniosité se mêlent pour assurer la défense et la survie au cœur des troupeaux. Les hadrosaures, souvent surnommés les dinosaures à bec de canard, représentent l'une des familles les plus fascinantes et complexes des dinosaures herbivores du Crétacé. Leur succès évolutif repose non seulement sur des adaptations physiques remarquables, mais également sur des stratégies défensives qui mêlent mémoire, intelligence sociale et ingéniosité comportementale. Cette association a permis à ces herbivores de prospérer dans des milieux souvent hostiles, parmi les prédateurs les plus redoutables de leur temps. Pour comprendre l'ingéniosité défensive des hadrosaures, il faut d'abord évoquer leur capacité à vivre en grands troupeaux. Ces rassemblements pouvaient compter des centaines, voire des milliers d'individus, offrant une première forme de protection collective, fondée sur la sécurité du nombre. Néanmoins, au-delà de ce phénomène social, c'est leur mémoire exceptionnelle qui fait toute la différence. Les hadrosaures possédaient un cerveau relativement développé, comparé à d'autres dinosaures herbivores, en particulier dans les régions liées à la mémoire et au traitement des informations sensorielles. Cette capacité cognitive leur permettait non seulement d'apprendre et de mémoriser des itinéraires migratoires complexes sur plusieurs saisons, mais aussi de retenir les emplacements sûrs, les points d'eau ou encore les zones de nourriture riche, essentielles à leur survie. Cette mémoire s'avérait être un atout majeur dans l'évitement des prédateurs. En connaissant précisément les reliefs, les zones d'embuscade potentielles et les chemins les plus sécurisés, les hadrosaures pouvaient organiser leurs déplacements de façon stratégique, réduisant ainsi les risques d'attaque. Ce comportement démontre une forme d'ingéniosité adaptative, alliant à la fois l'expérience collective et la communication au sein du groupe. Sur le plan de la défense physique, les hadrosaures
étaient équipés d'armes plus subtiles, mais non moins efficaces. Leur corps, souvent recouvert d'une peau épaisse et parfois orné d'écailles, offrait une première barrière contre les morsures ou griffures. Par ailleurs, ils pouvaient utiliser leur queue puissante comme un fouet pour repousser ou distraire un prédateur assez audacieux. Certains paléontologues suggèrent aussi que leur crâne, muni d'un bec robuste et de dents spécialisées, pouvait avoir un rôle défensif lors de confrontations. L'ingéniosité défensive des hadrosaures s'exprime aussi dans leur communication complexe. Leur capacité vocale, amplifiée par des crêtes creuses résonantes, servait à émettre des avertissements, à coordonner les mouvements du troupeau ou encore à intimider des ennemis. Ces moyens avaient pour but non seulement d'alerter, mais aussi de renforcer la cohésion sociale, essentielle dans un système où la coopération est la clé de la survie. Enfin, certaines découvertes suggèrent que les hadrosaures entretenaient probablement des comportements protecteurs envers leurs petits. Par exemple, la formation de barrières protectrices autour des nids ou la surveillance rapprochée des juvéniles, combinant instincts parentaux et stratégies collectives intelligentes. Ainsi, les stratégies défensives des hadrosaures illustrent parfaitement un équilibre entre mémoire, expérience et innovation comportementale qui dépasse largement la simple adaptation morphologique. Ces dinosaures ont su développer un système défensif global, dynamique et finement orchestré, fruit d'une longue évolution dans un monde où chaque instant pouvait être fatal. Notre prochaine étape dans cette exploration des ingénieuses défenses naturelles des dinosaures herbivores s'intéressera à la protection des œufs et des petits, une facette sensible et capitale de la survie de la future génération, où la vigilance et les soins prennent une dimension tout aussi spectaculaire. Dans le monde impitoyable où évoluaient les dinosaures herbivores, la protection des œufs et des petits représentait un défi de taille, mêlant instinct, stratégie et innovation. Assurer la survie de la future génération était une priorité absolue, non seulement pour garantir la pérennité de l'espèce, mais aussi pour maintenir l'équilibre fragile des écosystèmes préhistoriques. Cette exigence donna naissance à diverses formes de défense, adaptées à la fragilité et à la vulnérabilité particulière de ces nouveau-nés. Le cycle de vie des dinosaures commençait par la ponte d'œufs, souvent en grand nombre. Pourtant, ces œufs étaient extrêmement exposés aux risques multiples: prédateurs voraces, intempéries, variations climatiques drastiques, voire même la consanguinité. Pour limiter ces dangers, plusieurs espèces adoptèrent des stratégies minutieuses de protection et de soins parentaux. Contrairement à l'idée reçue que les dinosaures auraient abandonné leurs œufs et petits après la ponte, des preuves fossiles attestent que certains dinosaures herbivores, notamment les hadrosaures et les cératopsiens, exerçaient un rôle actif dans la protection de leur progéniture. Des nids retrouvés en sites fossilisés, organisés avec soin et parfois regroupés en colonies, témoignent d'une attention particulière portée à l'environnement de ponte: creusement de fosses, recouvrement partiel pour masquer les œufs, ou sélection d'endroits difficiles d'accès aux prédateurs. Plus impressionnant encore, certaines espèces ont montré des indices de comportements parentaux prolongés, où les parents restaient à proximité des nids, défendant activement la couvée contre les attaquants. Cette protection pouvait impliquer des manifestations physiques: barrages formés par le corps des adultes, actions dissuasives comme des postures d'intimidation, voire des combats directs lorsque la menace était trop proche. La vigilance collective du groupe jouait également un rôle clé dans cette défense. La proximité des membres adultes autour des nids créait une barrière sociale, augmentant exponentiellement les chances que toute approche suspecte soit détectée tôt et que le groupe puisse réagir rapidement. Cette coopération sociale
illustre l'ingéniosité comportementale qui transcende la simple réaction instinctive. Par ailleurs, certaines femelles adultes pouvaient se déplacer avec leurs jeunes, protégeant ainsi les plus vulnérables en formant des cercles ou des rangées protectrices. Ce comportement, documenté chez plusieurs espèces, favorisait l'apprentissage et la socialisation tout en fournissant une défense active contre les attaques. Du côté des adaptations physiques, les petits pouvaient bénéficier de protections innées, comme une peau plus épaisse ou la présence de petites épines ou protubérances osseuses chez des espèces comme les ankylosaures juvéniles, qui ressemblaient à des versions miniatures de leurs parents blindés. Ces armures primitives augmentaient leur survie avant que leur croissance ne leur confère une protection plus robuste. L'importance de la protection des œufs et des petits réside aussi dans les stratégies évolutives qui en découlent. Des espèces ayant développé des cycles de reproduction adaptés aux saisons ou capables de pondre en plusieurs fois pour étaler les risques, témoignent d'une sophistication biologique remarquable. Cette diversité démontre que la survie de la future génération fut un moteur puissant de l'évolution des comportements et des caractéristiques physiques chez ces dinosaures. Dans certains cas, les espèces optèrent aussi pour des stratégies de camouflage des nids, s'appuyant sur le mimétisme naturel pour dissimuler les œufs. Les couleurs, la texture du sol ou même la végétation environnante étaient exploitées pour réduire la visibilité des couvées, limitant ainsi les risques d'attaque. Enfin, la protection des œufs et des petits n'était pas une étape isolée, mais s'intégrait dans un continuum de stratégies défensives ou physiques, comportement social, communication et environnement formaient un tout cohérent et adaptatif. Ce système complexe souligne la profondeur de l'ingéniosité naturelle qui régissait la survie des dinosaures herbivores, en habile équilibre entre la force brute et la subtilité architecturale de la vie. En poursuivant notre voyage à travers les stratégies de défense dinosauriennes, nous aborderons bientôt les parades d'intimidation, ces démonstrations spectaculaires de force et de bluff, qui bien souvent suffisaient à décourager l'attaque avant même qu'elle ne commence. Dans le règne impitoyable des dinosaures, la survie ne dépendait pas uniquement de la force brute ou de la fuite, mais aussi d'une stratégie psychologique subtile, la parade d'intimidation. Ce ballet spectaculaire, mêlant bluff et démonstration de puissance, jouait un rôle majeur pour dissuader les prédateurs sans recourir au combat physique, souvent coûteux et risqué. Chez les dinosaures herbivores, ces parades étaient aussi variées que fascinantes, reflétant une ingéniosité naturelle où la communication visuelle et comportementale devenait un véritable art de la survie. L'intimidation dans la nature repose sur un principe simple: faire croire à un adversaire que l'on est plus fort, plus dangereux ou moins vulnérable qu'il n'y paraît réellement. Ce bluff pouvait prendre des formes diverses selon l'espèce, la morphologie et le contexte écologique. Parmi les plus courantes chez les dinosaures figure le déploiement de structures spectaculaires, comme les plaques dorsales des stégosauridés, les collerette et cornes des cératopsiens, ou encore les crêtes résonantes des hadrosaures. Ces ornements ne servaient pas uniquement à la défense physique. Ils jouaient aussi le rôle de panneaux d'avertissement, affichant puissance et confiance. Par un étalage agressif, l'animal pouvait impressionner, voire effrayer le prédateur avant même que ne débute une confrontation. Le simple fait de se dresser, d'ouvrir sa collerette ou de secouer sa queue à épines pouvait signifier « ne t'approche pas », avec une efficacité redoutable. Le comportement vocal accompagnait souvent ces démonstrations visuelles. Certains dinosaures pouvaient émettre des rugissements, sifflements ou grondements amplifiés par des structures crâniennes permettant d'intensifier le son. Cette combinaison d'éléments auditifs et visuels créait une atmosphère d'intimidation maximale,
freinant bien souvent l'assaut de l'adversaire. Dans d'autres cas, les parades d'intimidation se manifestaient par des mouvements corporels impressionnants. Balancement de tête, fracas de la queue, charges simulées, voire posture menaçante où l'animal exposait ses plus belles défenses. Ces rituels de mise en scène mobilisaient toute l'énergie animale, non seulement pour paraître redoutable, mais aussi pour tester la détermination de l'ennemi. Souvent, faute de riposte immédiate, le prédateur renonçait, préservant ainsi la vie des deux protagonistes. Certaines espèces combinaient la parade d'intimidation avec des comportements sociaux élaborés. Par exemple, un groupe pouvait se regrouper pour amplifier leur apparence collective, une tactique renforçant le bluff par la masse et la coordination. Les jeunes pouvaient aussi être protégés au centre du groupe, tandis que les adultes déployaient leur arsenal visuel pour dissuader tout intrus. Il est intéressant de noter que ce type de stratégie n'est pas un simple réflexe primaire, mais le fruit d'une sélection naturelle poussée, où la capacité à tromper l'adversaire joue un rôle aussi décisif que la force réelle. Cette forme de guerre psychologique végétait la nature des interactions animalières, bien avant l'apparition de l'homme. Les fossiles montrent parfois des traces d'usure ou de blessures minimales sur ces structures de parade, suggérant que les parades d'intimidation ont souvent suffi à empêcher un combat ouvert, économisant ainsi de l'énergie et limitant les risques de blessures graves pour les herbivores. Cette capacité impressionnante de bluff et de démonstration faciale et corporelle nous invite à percevoir les dinosaures herbivores sous un jour plus complexe, où la survie est aussi une question d'intelligence, de psychologie et de communication. Dans la prochaine étape de notre exploration, nous verrons comment ces interactions entre herbivores se traduisent par des compétitions, mais aussi des alliances, soulignant la richesse des dynamiques sociales face aux dangers communs. Au cœur des écosystèmes préhistoriques, les interactions entre herbivores étaient loin d'être anecdotiques. Elles constituaient au contraire un élément fondamental de leur survie, oscillant entre compétition pour des ressources limitées et alliances stratégiques face à des dangers extérieurs communs. Cette dualité, subtile et complexe, témoigne d'une vie sociale riche et dynamique, où la coopération pouvait, dans bien des cas, surpasser la rivalité au profit de la préservation collective. Les compétitions entre herbivores se manifestaient principalement autour de l'accès à la nourriture, à l'espace, mais aussi aux partenaires reproducteurs. Dans des environnements parfois arides ou fortement saisonniers, la disponibilité des plantes et des points d'eau pouvait varier drastiquement. Certains dinosaures, notamment ceux de grande taille, comme les sauropodes, occupaient des territoires étendus pour subvenir à leurs besoins. Mais même eux pouvaient se heurter à d'autres groupes quand les ressources se faisaient rares. Ces tensions pouvaient engendrer des confrontations directes, parfois marquées par des démonstrations de force, des combats, voire par le déplacement d'une troupe pour s'approprier un espace plus favorable. Le langage corporel, les parades d'intimidation ou encore l'usage d'armes naturelles telles que cornes, becs et queues équipées d'épines jouaient un rôle majeur dans ces compétitions, permettant souvent d'éviter des affrontements trop violents grâce à des signaux clairs de dominance ou de soumission. Ces comportements étaient le fruit d'évolutions successives, visant à limiter les pertes, tandis que chacun défendait ses intérêts vitaux. Cependant, face à la menace constante et partagée des prédateurs, les herbivores n'étaient pas toujours ennemis irréconciliables. Nombre d'espèces adoptaient des stratégies d'alliance temporaires, voire durables, face à un danger commun. Ces coalitions pouvaient se manifester par des rassemblements de plusieurs espèces différentes ou de plusieurs groupes unis, formant des troupeaux mixtes et hétérogènes. Traiter collectivement la menace présentait plusieurs avantages. La vigilance était renforcée, la confusion infligée aux prédateurs grandissait,
et la protection des membres les plus vulnérables étaient accentuées. Ces alliances, bien que parfois fragiles du fait des intérêts divergents, démontraient une ingénieuse capacité d'adaptation comportementale. Elles soulignaient que pour ces animaux, la survie pouvait, dans certains contextes, surpasser les antagonismes naturels liés à la compétition. D'un point de vue évolutionnaire, cette faculté à équilibrer compétition et coopération a favorisé non seulement la survie des espèces, mais aussi la diversification des stratégies sociales. Les comportements allant de l'agressivité mesurée à la solidarité active ont enrichi la palette des réponses possibles aux dangers, accentuant la résilience des populations face aux fluctuations de leur environnement. Par ailleurs, cette complexité des relations inter-individuelles s'accompagnait souvent de mécanismes de reconnaissance et de communication élaborés, facilitant les interactions et renforçant la cohésion au sein de ces coalitions. Ces capacités sociales apparurent comme un facteur déterminant pour la pérennité des herbivores, dans un milieu où la prédation et les contraintes écologiques imposaient sans cesse de nouvelles adaptations. Ainsi, l'étude des interactions entre herbivores préhistoriques révèle un équilibre mouvant entre confrontation indispensable et collaboration salvatrice, une véritable danse sociale où les enjeux de pouvoir se mêlent à ceux de la survie commune. Dans la continuation de notre exploration, nous parcourrons bientôt les cas extrêmes d'adaptation défensive, où l'évolution a engendré des formes et des comportements hors normes, véritable record de la paléontologie, soulignant à la fois l'extraordinaire diversité et la faculté d'innovation naturelle des dinosaures herbivores. Dans l'immense panorama de l'évolution des dinosaures herbivores, certaines espèces se sont distinguées par des adaptations défensives extrêmes, marquant des records en matière d'ingéniosité et de puissance. Ces cas rares illustrent comment, face à des pressions écologiques intenses et à la persistance de prédateurs voraces, l'évolution a parfois poussé les limites du possible, créant des armements naturels impressionnants, témoins du génie de la sélection naturelle. Parmi ces exemples, les ankylosaures, déjà célèbres pour leur armure corporelle, ont engendré des spécimens aux plaques osseuses particulièrement épaisses et recouvertes d'épines acérées, formant un bouclier presque impénétrable. Certains fossiles révèlent des ostéodermes mesurant plusieurs dizaines de centimètres, l'équivalent d'un blindage naturel capable de résister aux crocs les plus puissants. Cette robustesse exceptionnelle a fait de certains ankylosaures des véritables forteresses ambulantes, défiant littéralement l'assaut des théropodes. Un autre record bien connu concerne la massue caudale de l'Ankylosaurus, dont la force de frappe, estimée par des modélisations biomécaniques, rivalisait avec des outils modernes. La puissance émise par un coup de cette arme pouvait briser les os des prédateurs et infliger des blessures gravissimes en un instant, offrant à ce dinosaure une arme à la fois redoutable et unique parmi les herbivores. Chez les stégosauridés, les pointes du tagomysère, longues de près de 60 cm, figurent également parmi les adaptations extrêmes en termes de défense. Leur position stratégique à l'extrémité de la queue et leur capacité à infliger des blessures profondes constituaient une menace sérieuse pour tout prédateur osant s'approcher. Les marques et traumatismes découvertes sur des fossiles de théropodes confirment l'efficacité mortelle de ces armes. Par ailleurs, certaines espèces comme le Giganspinosaurus portaient des épines scapulaires démesurées, dépassant largement la taille de leurs propres épaules. Ces excroissances, souvent exagérées, pourraient avoir servi à la fois d'éléments défensifs et de signaux d'intimidation. Elles témoignent d'une tendance évolutive à surdimensionner les armes naturelles pour maximiser l'effet dissuasif. La taille gigantesque atteinte par des sauropodes, comme l'Argentinosaurus ou le Patagotitan,
constitue une autre forme d'adaptation défensive extrême. Ses poids lourds, dépassant les 70 tonnes, rendaient toute attaque pratiquement impossible, incarnant le gigantisme comme rempart ultime contre la prédation. Ce gigantisme extrême, loin d'être un simple hasard, est une réponse évolutive efficace dans certains écosystèmes où la taille protège mieux que l'agilité ou les armes. On recense aussi des cas moins connus mais tout aussi étonnants, comme les excroissances osseuses colorées ou luminescentes, qui auraient pu servir à effrayer ou désorienter les prédateurs. Cette hypothèse, issue de comparaisons avec des animaux modernes, dotés de telles capacités, indique que la défense pouvait également s'appuyer sur des sensations visuelles fortes, dépassant la simple protection physique. Enfin, certaines défenses extrêmement localisées, comme les cornes de Tricératops, atteignant parfois plus d'1 mètre de long et combinées à une collerette osseuse massive, illustrent la convergence de plusieurs adaptations extrêmes, mêlant force, intimidation et protection pour créer un bouclier complet. Ces records et cas extrêmes, bien que rares, nous rappellent que l'évolution, par l'intermédiaire de la sélection naturelle, est une source inépuisable d'ingéniosité, capable de pousser à son paroxysme les innovations défensives. Ces adaptations extrêmes ne sont pas que des curiosités paléontologiques. Elles symbolisent surtout la lutte acharnée pour la vie dans un monde où chaque avantage compte. Alors que nous continuons notre voyage à travers ce monde fascinant, nous nous tournerons bientôt vers l'héritage laissé par ces dinosaures herbivores dans la faune contemporaine, révélant comment leurs traits et stratégies défensives continuent d'influencer la biodiversité actuelle et nous invitent à méditer sur le formidable ouvrage d'évolution et d'art que constitue la nature. Lorsque l'on contemple la richesse de la vie animale actuelle, il est difficile de ne pas percevoir au-delà des apparences la trace indélébile laissée par les dinosaures herbivores, véritables ancêtres de nombreuses espèces contemporaines. Leur héritage ne se limite pas à la seule mémoire de la paléontologie, mais se manifeste concrètement dans une multitude de traits morphologiques, comportementaux et écologiques qui trouvent leurs racines dans ces géants du passé. Ce lien fascinant entre hier et aujourd'hui nous offre une compréhension approfondie de l'évolution, mais aussi de la continuité et de l'ingéniosité naturelle à travers les âges. Dès la fin du Crétacé, il y a environ 66 millions d'années, une extinction majeure bouleversa la biodiversité terrestre, marquant la fin des dinosaures non aviens. Pourtant, certains groupes d'herbivores réussirent à perdurer, indirectement ou par leurs descendants. Notamment, les oiseaux, eux-mêmes issus d'une lignée de théropodes carnivores ayant côtoyé les herbivores, portent sur eux des traits issus de cette époque préhistorique, notamment dans leur physiologie et leur comportement. Plus spécifiquement chez les herbivores, bien que les dinosaures non aviens aient disparu, plusieurs caractéristiques de défense et d'adaptation perdurent dans la faune moderne. Par exemple, le gigantisme défensif s'observe chez les pachydermes contemporains, comme les éléphants, rhinocéros ou hippopotames, dont la taille imposante rappelle celle des sauropodes. Ils utilisent la masse comme principal rempart contre les prédateurs, une stratégie que les dinosaures herbivores avaient déjà explorée avec succès. Les armures et excroissances osseuses ont également leur pendant dans certains reptiles modernes. Les crocodiles, les tortues ou les iguanes arborent des carapaces, des écailles épaisses ou des cornes rudimentaires qui, s'ils ne sont pas directement descendus des dinosaures herbivores, témoignent d'une convergence évolutive admirable où la nature réutilise et adapte de vieilles solutions défensives. Sur le plan comportemental, de nombreux mammifères herbivores, tels que les cerfs, les antilopes ou les bisons, pratiquent la vie en troupeau, la vigilance collective, la fuite rapide et la parade visuelle ou vocale pour avertir le groupe,
autant de stratégies que les dinosaures herbivores avaient déjà développées avec une sophistication remarquable. Ces comportements sociaux complexes sont une preuve complémentaire que la survie a toujours reposé sur un équilibre subtil entre protection physique et relations sociales. De plus, le mimétisme et le camouflage utilisés par les proies d'aujourd'hui ont des racines lointaines dans le règne des dinosaures. La capacité à se confondre avec l'environnement pour échapper à la détection est un legs fonctionnel, adopté et perfectionné à travers les millénaires. L'héritage des dinosaures herbivores dans la biodiversité contemporaine invite aussi à une réflexion sur la conservation. Comprendre comment ces créatures ont su s'adapter, coopérer et innover dans leur défense face aux défis écologiques nous offre des clés essentielles pour appréhender les enjeux actuels liés à la survie des espèces et à la préservation des habitats. Enfin, cette continuité darwinienne souligne l'œuvre infinie de la nature, où la survie est un art d'adaptation, une succession de réponses ingénieuses face aux contraintes qu'impose un environnement changeant. Les dinosaures herbivores, par leur héritage, nous rappellent que chaque être vivant contemporain est le fruit d'une longue histoire, d'un dialogue incessant entre vie et danger, innovation et tradition. Alors que nous terminons cette plongée au cœur des défenses des dinosaures herbivores, nous pouvons méditer sur la manière dont cette capacité d'innovation et d'adaptation demeure plus que jamais d'actualité. Un véritable hymne à la résilience et à l'art de survivre dans un monde en perpétuelle évolution. C'est là, en quelque sorte, le testament vibrant de ces créatures extraordinaires, un héritage qui continue de façonner la vie sur notre planète. Au terme de ce long périple à travers les formes multiples des défenses naturelles des dinosaures herbivores, il est temps de prendre un moment de recul pour contempler l'ampleur et la richesse de l'ingéniosité déployée par la nature. Plus qu'une simple lutte pour la survie, cette capacité d'adaptation et d'innovation apparaît comme une véritable œuvre où la nécessité de vivre engendre autant de solutions fonctionnelles que de créations esthétiques, une symphonie évolutive où survie et beauté s'entrelacent. L'ingéniosité naturelle n'est pas l'apanage d'un seul groupe ou d'une seule période. Elle est le fruit d'un dialogue incessant entre organismes et environnements, une relation dynamique où les pressions extérieures forgent les formes et les comportements, tandis que la vie, avec sa remarquable plasticité, invente sans cesse des réponses neuves et sophistiquées. Chez les dinosaures herbivores, cette œuvre d'adaptation excelle par la diversité et la complexité des architectures défensives. Du blindage osseux massif des ankylosaures aux pointes de la queue des stégosauridés, des cornes et collerettes fascinantes des cératopsiens au comportement grégaire et stratégies mimétiques subtiles. Chaque défense pouvait être envisagée comme une pièce unique dans ce grand musée de la vie, aussi fonctionnelle qu'élégante, aussi efficace que singulière. À travers le temps, les innovations se sont accumulées, parfois apparues dans des formes extrêmes, mais toujours imprégnées d'une logique biologique et écologique. Elles témoignent d'une créativité sans cesse renouvelée par l'évolution, où l'art et la science de la survie fusionnent. Cette réflexion invite également à porter un regard humble et respectueux sur le vivant contemporain. Les animaux actuels, à leur tour, perpétuent cette tradition ancestrale d'ingéniosité. Ces millions d'années de bricolage évolutionnaire continuent à influencer la biodiversité moderne. Chaque adaptation, aussi modeste soit-elle, constitue une réponse raffinée aux contraintes de la vie. Enfin, étudier cette ingéniosité naturelle apporte une précieuse leçon. La survie n'est pas qu'une question de force brute, mais un équilibre subtil entre structure, comportement, environnement et interaction sociale.
L'évolution est une œuvre collective et continue, un chef-d'œuvre vivant, façonné par des forces invisibles, mais puissantes. Ainsi, les défenses naturelles des dinosaures herbivores, au-delà de leur aspect spectaculaire, sont aussi une métaphore de la vie elle-même, dans toute sa complexité et sa beauté. Elles nous rappellent que la nature, artistiquement ingénieuse, est à la fois un théâtre et une forge où la survie devient art, et l'art, une clé essentielle à la survie.